Aujourd'hui, on va parler paperasse. Salut à tous, c'est Monsieur Chèvre et bienvenue dans mon presque nouveau décor. Il manque un truc là, non? Faut que j'y pense. Nous y voilà enfin, on va pouvoir commencer le joyeux travail administratif qui nous attendait depuis si longtemps. Dans cet épisode, on parle des associations dans le cas d'une convention Fury. Alors, ça pourrait être tout à fait autre chose qu'une convention Fury d'ailleurs. Une convention animée ou quoi que ce soit, a priori, vous aurez pas mal de similarités. On va d'abord parler de comment on déclare tout ça. Parler du fonctionnement en interne, ainsi qu'un peu des spécificités liées au format des conventions. Et on va même ouvrir les statuts d'une association et tenter de comprendre pourquoi certaines choses sont écrites dedans. Promis, j'essaie de rendre ça digeste. Restez en ligne, sortez vos stylos. Je rappelle que l'association est un droit. Donc par définition, vous avez le droit de le faire. Pour ce, il faut être au moins 2. Même si entre nous, 2 pour organiser une convention Fury, ça va être un peu chaud. Dans l'épisode précédent, je vous parlais du bureau de votre association. On détaille ça et quelques variantes un peu plus loin dans la vidéo. Tout d'abord, comment on déclare officiellement cette association? C'est vrai ça? Pour ceux qui ne sont pas fans de démarches administratives ou qui sont là uniquement pour le côté informatif, vous pouvez skip ce chapitre sur la vidéo YouTube. Bon, pour tous ceux qui sont encore là, vous prenez tous vos futurs membres d'association, ensuite vous prenez votre Google Doc favori et on va écrire plein de trucs, dont un qui s'appelle le procès verbal d'assemblée constitutive d'association. Alors, ne vous affolez pas, ça veut juste dire on se réunit tous ensemble et on va écrire un joli document qui s'appelle le procès verbal de blablabla. L'assemblée constitutive, c'est donc la première étape d'une association. Généralement, c'est au secrétaire qu'on aura désigné de l'association de réaliser le fameux procès verbal. Mais vous avez tout à fait le droit de désigner quelqu'un d'autre. Dans cette assemblée, il va se passer plusieurs choses. D'abord, vous allez choisir un nom, on va déterminer un siège social pour l'association, c'est-à-dire l'adresse officielle de l'association sur laquelle vous recevrez des courriers. Petite astuce déjà, si vous êtes en copropriété, genre en immeuble, attention, plein de règlements de copro vous interdisent de domicilier directement l'association dans un appartement. Vous devrez mettre association truc chez Monsieur Machin sur votre boîte aux lettres. Bon, maintenant revenons-en à ce fameux procès verbal. L'idée, c'est que vous allez écrire un document que vous allez approuver et ratifier, c'est-à-dire signer. Pour ce qui est du contenu du procès verbal, on verra vite qu'en ligne, il y a de quoi quand même nous aider. Je vous mettrai des liens dans les descriptions. Une fois notre belle réunion terminée, on va pouvoir passer à la deuxième étape qui est d'approuver et de ratifier, c'est-à-dire de signer les fameux statuts de l'association. Statuts qu'on va devoir également rédiger, bien sûr. Une fois tout ce beau temps pris à débattre sur le nom de l'association et réaliser nos 2 beaux documents, on va pouvoir avancer sur les choses plus importantes. Pour la forme, on jette un œil au site Legal Start qui est un très bon allié pour vous aider dans votre quête. Ok, donc qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette fameuse page Legal Start? Donc là, je vous mettrai le lien pour cette page, vous verrez qu'il y a un petit sommaire et qui vous dira en gros qu'est-ce que vous devez mettre dans un procès verbal pour la création de votre association. Vous verrez qu'on retrouvera le process, comme le fait d'approuver les statuts, on va désigner des responsables. Voilà, vous avez même une petite vidéo que vous pouvez regarder, c'est intéressant. On vous explique un peu à quoi ça sert, on parle de qui doit le rédiger, comment, etc. Et vous avez aussi les mentions obligatoires, donc ça je vous invite à le lire. Vous avez un certain nombre de choses que vous devez mettre, voilà. Et ça vous donne déjà une petite idée de ce que vous devez faire à ce moment-là. Voilà, c'est tout pour la parenthèse procès verbal. Bon, on a évoqué les statuts, mais du coup c'est quoi en fait des statuts? Pour faire simple, l'association elle-même, elle est définie par ses statuts. C'est eux qui vont définir son fonctionnement. C'est un document qui est écrit et signé par les membres fondateurs où on se met d'accord sur ce qu'on va faire, comment on va le faire, avec quels moyens, etc. On y définit le projet de l'association, les activités. On y prévoit aussi généralement qu'une assemblée générale ait lieu de temps en temps, ainsi que comment les gens peuvent devenir membres de l'association. Comme par exemple en remplissant un formulaire, en acceptant le règlement et en versant une cotisation d'un montant que vous allez fixer ensemble. Pour la rédaction des articles dans les statuts, restez en ligne, on en parle un peu plus tard. Pour la déclaration administrative, heureusement aujourd'hui, tout peut se faire en ligne aussi. Je vous mets le lien du service public en description, mais je ne vais pas faire une vidéo complète sur le sujet. Si vous avez besoin d'aide complémentaire, il y a plein de vidéos YouTube à partir de là.
Une fois votre dossier déposé, si tout est complet, vous recevrez à l'adresse du siège votre récépissé de création d'association qui attestera au final de la création. Aussi, une publication au journal officiel des associations se fera automatiquement. Cette publication était payante autrefois, mais depuis 2020, c'est gratuit. Ouais, gratuit, c'est dans nos prix, ça, non? Et voilà, vous avez rédigé les statuts de votre association qui définissent comment vous allez organiser et vous avez déposé votre dossier. Bravo, vous êtes fondateur d'une association. Maintenant, il faut avancer. Ça, c'est les étapes administratives. Maintenant, on va aller voir un peu le détail de tout ça. Bon, maintenant, on va parler un peu de ce qui intéresse tout le monde, c'est-à-dire comment ça se passe en interne dans une association. Il faut savoir qu'on est assez libre dans le fonctionnement. À partir du moment où le fonctionnement est écrit dans les statuts, a priori, on peut le faire. Bon, ok, c'est un peu léger dit comme ça, mais en fait c'est vrai que globalement c'est assez libre, à partir du moment où quelque chose a été écrit. On va rester dans le classique pour le moment et parler de ce qui se fait usuellement. Le grand classique et obligatoire, c'est l'Assemblée Générale. En gros, c'est un moment dans l'association que vous devez prévoir régulièrement, pas forcément annuellement, dans lequel l'ensemble des membres permanents de l'association se réunissent et se mettent en accord pour la suite des événements. On va généralement y élire démocratiquement des organes d'administration, c'est-à-dire en fait un petit lot de gens habilités à prendre des décisions pour le reste de l'association. Et du coup, pour aller avec cette Assemblée Générale, on voit souvent deux variantes d'organes d'administration. C'est marrant ce mot là, organe là. Alors, la première variante d'organisation, c'est au milieu de tous nos membres dans l'association, c'est d'avoir quelques gens qu'on va désigner comme faisant partie du bureau. Et il n'y aura que ça pour administrer l'organisation. Donc le bureau seul, ça va faire que vous allez donner un petit peu plus de pouvoir au président et aux membres du bureau de manière générale. Le président, le trésorier, le secrétaire. Et on va vous demander qui sont ces gens lors des déclarations administratives. Ce sont vos représentants légaux. Dans ce mode de fonctionnement, vous avez une petite équipe avec un président qui fait office de chef de projet et les autres personnes du bureau qui ont pas mal de pouvoirs exécutifs, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire des choses pour l'association et de décider un peu comment les choses se passent. Afin d'éviter qu'une seule personne décide de tout, vous pouvez décider en assemblée générale de travailler en séparant un peu les pouvoirs et qui peut faire quoi. Par exemple, votre président peut prendre la direction globale, mais n'a peut-être pas le droit de signer les notes de frais et de faire tout ce qu'il veut vis-à-vis de la gestion des comptes bancaires. Le trésorier peut avoir le seul droit sur les cartes bancaires ou les commandes de l'association, tout en sachant que certains devis demandent de toute façon la signature du président. L'idée dans ce mode de fonctionnement est qu'on puisse être réactif et que les décisions se prennent vite et à comité réduit. Par exemple, le président peut inviter à échanger avec le trésorier ainsi que le responsable de la scène pour décider à trois de ce qui est correct à louer pour votre scène. Une fois votre réunion avec une équipe réalisée, vous pouvez écrire un bout de rapport, c'est-à-dire un document, que vous stockerez précieusement dans votre super Google Drive et qui laisse une trace de ce qui a été décidé. N'est-ce pas ? Dans ce mode de fonctionnement, par exemple pour le contrat avec votre lieu de réception, c'est-à-dire votre hôtel, le président peut signer le contrat seul et la responsabilité de l'association est engagée. Enfin, aussi un peu la sienne, mais ça on va pas rentrer dans les détails tout de suite. Bon, maintenant la deuxième variante de ce qu'on voit souvent dans les associations, c'est celle dans laquelle on ajoute un conseil d'administration. Le conseil d'administration est là pour quand votre association grandit, que vous avez plusieurs équipes à l'intérieur de l'asso et que vous souhaitez ajouter un peu plus de démocratie dans votre process de décision. Bah oui, parce que s'il y a un bureau et qui décide tout seul, Avec un conseil d'administration, tout devient un petit peu plus collaboratif. Ce fonctionnement permet de prendre par exemple des décisions importantes à plusieurs en faisant un vote dans le conseil d'administration, une sorte de référendum en interne. C'est très intéressant au point de vue démocratique et ça améliore souvent l'implication des membres dans les décisions. Toutefois, attention, ce mode d'organisation a des conséquences sur la vitesse de prise de décision. Bon, c'est logique, hein, vous êtes 15 à vous battre sur une décision, évidemment que ça prendra plus de temps. Bon, souvent dans ce cas-là, le président n'est pas censé signer tous les contrats tout seul, sauf si bien sûr le conseil d'administration le lui permet. Pour certains devis, on peut prévoir dans les statuts une clause qui dit que tout contrat prévoyant des dépenses supérieures à un certain montant nécessite l'accord du conseil d'administration. Le bureau est souvent inclus dans le conseil d'administration.
De la même manière, les statuts peuvent permettre au CA d'élire un bureau qui donnera des responsabilités précises. Ok, donc on va essayer de résumer un petit peu tout ce qu'on a vu. On a un ensemble de gens qui sont donc les membres de l'association, et quand cette association devient un peu trop grande et que c'est compliqué de convoquer tout le monde en assemblée générale, voilà, essayez d'imaginer une assemblée générale à 80, c'est compliqué. Donc on va décider de mettre en place un conseil d'administration qui sera élu par l'ensemble de l'association, élu en fonction des responsabilités qu'il y a à prendre. Et ce conseil d'administration, ses membres vont refléter un petit peu la volonté de l'ensemble des membres de l'asso. On va aussi élire lors des assemblées générales le bureau, composé du coup du président, du secrétaire et du trésorier, ou d'autres choses, selon ce qu'on a défini dans les statuts. Et le bureau va être là pour gérer les affaires courantes, la réception des courriers, les affaires administratives, les différentes déclarations nécessaires, ce genre de choses. Et bien sûr, en cas de besoin sur des décisions importantes, on peut être invité à réunir le conseil d'administration pour choisir la direction à prendre au niveau global de l'association. Et ben voilà, pour ce qui est de la partie organisation, vous avez déjà l'essentiel. Retenez que le mode de fonctionnement est assez ouvert et qu'à partir du moment où vous l'avez écrit dans vos statuts, alors a priori, vous pouvez le faire. Petit bonus, vu que on est dans les démarches administratives, vous allez organiser un événement, je vous conseille de vous renseigner au niveau des assurances pour avoir ce qu'on appelle une responsabilité civile associative. Et deuxième astuce, le fait d'avoir créé votre association vous permet effectivement d'ouvrir un compte bancaire au titre de personne morale. C'est accessoirement assez pratique pour récupérer vos cotisations d'adhérents. Allez maintenant, je vous l'ai promis, on va ouvrir les statuts d'une association. Voilà, pour voir, se donner une idée de qu'est-ce qu'on retrouve dans les statuts d'une asso qui organise une convention. Allez, c'est parti. Nous voilà donc devant nos fameux statuts dans lesquels on va retrouver une page de garde sur notre document. Ici, on est sur Google Doc. On va zoomer un peu pour pouvoir voir un peu ce qui se passe. On a évidemment un sommaire et on va commencer en première page par des définitions. Le but, c'est simplement de définir les abréviations qui peuvent être utilisées plus loin dans le document, comme le fait que association, ça parle uniquement de l'association Superconv. Les termes AG pour Assemblée Générale Ordinaire et AGE pour Assemblée Générale Extraordinaire. Direction collégiale ou DC, des choses comme ça pour préciser les acronymes. Après nos définitions, on va mettre ce qu'on appelle des articles. Donc, comme suit, ça va faire un article, un objet. L'ordre des articles n'a pas vraiment trop d'importance, mais c'est bien d'essayer d'être cohérent. Et les numéros des articles, vous faites comme vous voulez. Ici, sur l'article 1, par exemple, l'article dans lequel on précise le nom de l'association, qui s'appelle donc ici Superconv. On rappelle que c'est une association à but non lucratif et qui est gérée de manière désintéressée, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à faire de l'argent avec cette association. Dans l'article 2, le but ou l'objet, on va préciser que fait cette association. Ici, c'est promouvoir les cultures furies et anthropomorphiques. Ici, vous mettez ce que vous voulez. Convention animée, convention tatouage, etc. Définir qu'est-ce qu'on va faire. Article 3, comme je le précisais dans la vidéo, on va définir le siège social en lui donnant une adresse et on précisera qu'on pourra changer ça lors d'une assemblée générale. L'article 4 précise la durée de l'association, c'est-à-dire pour combien de temps cette association existe, et ici elle est illimitée, il n'y a pas de limitation de durée. Parce que oui, on pourrait faire une association qui dure seulement 1 an, 2 ans, 3 semaines, etc. L'article 5, c'est celui qui précise la composition de l'association, et donc c'est là où on va préciser qu'on a une direction collégiale et des membres. Ici, la direction collégiale, elle remplace un petit peu un conseil d'administration. Ici, on voit aussi que le secrétaire et le trésorier peuvent faire partie de la direction collégiale. Encore une fois, direction collégiale, conseil d'administration, vous allez avoir beaucoup de similarités. Ici, on va aussi préciser que le trésorier et seulement les membres de la direction collégiale désignés ont le droit d'utiliser les comptes bancaires de l'association. Toujours sur ce même article 5, on va préciser un peu plus la composition de l'association. On verra donc qu'il y a des membres adhérents, des membres actifs et les membres de la direction collégiale dont on a déjà parlé. Et un peu plus bas, on précise qu'est-ce que ça change pour chacun de ces membres vis-à-vis de leurs droits dans l'association. Par exemple, on voit que les membres adhérents ont leur adhésion qui est limitée à la durée d'événements qui sont organisés. Donc par exemple, pour une convention et seulement pour la convention. Après la convention, ils ne font plus partie de l'association. Les membres actifs sont ceux, du coup, qui vont prendre part à la vie de l'association de manière générale, c'est-à-dire toute l'année. Ici aussi, on va détailler la répartition des membres, c'est-à-dire dans quel genre de choses vont-ils prendre part. Ici, on voit que la direction collégiale va essentiellement s'occuper effectivement de la direction de l'association.
ceux qui vont faire du management, c'est-à-dire ceux qui vont gérer des équipes comme l'équipe scène, l'équipe déco, bar, etc. Et on a les volontaires qui sont eux des membres adhérents et aussi des participants, du coup, ce sont les mêmes, et qui vont eux participer au bon déroulement des événements qui sont organisés. Voilà, ils ne font pas partie forcément de l'association à l'année, mais pendant la convention, ils vont être là pour aider au bon déroulement. Et enfin, les participants, puisque les participants sont aussi des adhérents, mais qui, eux, ne prennent pas part à la vie de manière générale de l'association. Ils sont là uniquement pendant l'événement. On enchaîne sur l'article 6 où on parle de la direction collégiale de l'association, comme par exemple on va définir comment est-ce qu'on devient membre de la direction collégiale, voilà, parce que on a ouvert un poste ou que quelqu'un a démissionné ou parce qu'on a décidé qu'il y avait potentiellement besoin d'une personne supplémentaire pour prendre certaines responsabilités. Du coup, avec ça, on va forcément parler aussi de la perte de la qualité de membre, donc dans quelles conditions on peut perdre ce statut de membre, voilà, soit il a démissionné, soit il a pris une motion de censure, peut-être parce que il n'a pas bien fait son travail, les autres ont voté une motion de censure. Voilà, on parle des pouvoirs, des rôles et des obligations, voilà, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, ce genre de choses, et quelles sont leurs responsabilités. On parle aussi du poids des votes de la direction collégiale, parce qu'on peut peut-être aussi décider que la direction collégiale peut avoir un poids supplémentaire sur certaines décisions, par exemple. Dans l'article 7, on va parler des membres de façon générale, donc que ce soit des gens de la direction ou pas, le résultat est le même. En tout cas, les règles sont les mêmes, c'est-à-dire, par exemple, comment est-ce qu'on devient membre, avoir 18 ans révolus ou plus, on s'engage à respecter les présents statuts, les textes rattachés, etc. On fait preuve d'intérêt pour la culture furie, l'art anthropomorphique, bref, pour l'objet de l'association. On précise ici qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une cotisation annuelle pour devenir membre. On peut le voir ici que c'est plus lié au fait que quand il y a un événement, on va payer une cotisation. On parle de comment est-ce qu'on perd la qualité de membre, donc comment est-ce qu'on se fait exclure ou comment est-ce qu'on peut sortir de l'association. On voit ici un article pour parler de la suspension, donc l'exclusion ou le fameux ban si vous préférez, et qu'est-ce que ça implique pour le membre en question. On parle des cotisations ici. Pour ceux qui souhaitent participer aux événements, les ateliers, il faut effectivement donner sa cotisation, et c'est le cas pour cet exemple de convention. Quand vous vous inscrivez en tant que participant, vous devenez membre de l'association. Aussi, toujours dans la catégorie organisation, alors moi je l'aurais peut-être pas mis forcément dans l'article qui définit comment on devient membre, mais on parle aussi des ressources de l'association, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet à l'association d'effectuer ses activités. Voilà, donc on parle par exemple des cotisations, des ventes d'objets de l'asso, donc ça peut être du merchandising ou simplement des objets qu'on a achetés pour une convention et qu'on va revendre, des intérêts sur les comptes bancaires, les subventions d'État, des opérations de financement participatif ou toutes les autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. Dans l'article 8, on précise les choses vis-à-vis de l'assemblée générale ordinaire, extraordinaire, etc. Comment elle est composée, donc qui participe à l'assemblée générale ordinaire. Ici on voit que c'est essentiellement la direction collégiale, les membres d'honneur et parfois les membres actifs sur invitation ou recommandation d'un membre de la direction collégiale pour par exemple traiter certains sujets. On parle de comment s'organisent les réunions et comment est-ce qu'on est convoqué à la réunion. Ici, on est convoqué 15 jours avant la date fixée au minimum. Voilà, on parle de comment ça va se dérouler, l'ordre du jour, ce genre de choses. On va détailler un peu les pouvoirs de l'Assemblée Générale Ordinaire, parce qu'on peut aussi dire qu'on peut restreindre ce que peut faire l'Assemblée Générale. On va parler du fait qu'on aura un rapport du trésorier, on va fixer le montant des cotisations, des choses comme ça. On verra qu'on a certaines décisions qui peuvent être prises uniquement si on a 80% des votes, enfin 80% de participation dans les choses qui sont votées lors des assemblées. Si on a une assemblée partielle et que le taux de participation n'est pas suffisant, alors aucune décision ne peut être prise. Après, on va détailler un petit peu comment vont se dérouler les votes et les règles pour éviter de se retrouver sur des cas où c'est impossible de trancher. Par exemple, si on a deux égalités, comment est-ce qu'on fait, etc., etc. Voilà, ici aussi, quand quelqu'un de la direction collégiale démissionne, on va préciser comment vont se dérouler les recherches pour trouver une personne qui va le remplacer, comment sont votées les choses, etc., etc. Dans l'article 9, on va parler de l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui est aussi un type d'Assemblée Générale, mais qui peut se réunir justement de façon extraordinaire, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas régulier. Ça peut se faire parce qu'il y a un gros sujet à traiter ou des choses comme ça. De la même manière, on doit limiter aussi ce qui se passe dans les Assemblées Générales Extraordinaires. Voilà, on précise les pouvoirs de l'Assemblée Générale Extraordinaire, on a le droit de modifier les statuts,
on a le droit de transformer l'association, sa fusion, sa dissolution, bref, on peut quand même faire des choses, mais on peut peut-être pas tout faire, et justement, on peut le préciser là-dedans. Dans l'article 10, on va préciser que, bien sûr, tout le monde est bénévole dans l'association, mais qu'on pourra éventuellement récupérer donc des remboursements de frais via des notes de frais sur justificatif. Voilà. Vous avez déplacé du matériel avec votre voiture pendant 3 heures pour l'association, c'est peut-être normal qu'on vous rembourse l'essence, par exemple. Dans l'article 11, on va préciser qu'on va créer un règlement intérieur ainsi qu'une charte informatique, qui sont donc 2 autres documents mis à disposition des bénévoles et qui précisent des règles qu'on n'a pas trop lieu de mettre justement dans les statuts, parce que c'est pas forcément utile de le mettre ici, et que ces règlements et chartes informatiques peuvent bouger régulièrement, alors que les statuts, eux, sont assez fixes dans le courant de l'année. Dans l'article 12, on va parler de tout ce qui se passe le jour où on décide de dissoudre l'association, parce que oui, ça peut arriver un jour. Donc on va par exemple parler du fait qu'on va procéder à la vente de tous les actifs de l'association, donc tous vos meubles, tous vos matériels, etc. On retourne les matériels prêtés par les membres à ces derniers. On va assurer la reprise d'un éventuel actif net, c'est-à-dire qu'on va, s'il nous reste de l'argent après la dissolution, on va donner cet argent par exemple à d'autres associations. Dans l'article 13, on peut par exemple dire qu'on fera de la charité avec l'association Superconv qui va s'engager à faire un don annuel à une cause en rapport avec quelque chose qu'elle aura décidé. Voilà, la cause LGBT, la défense des animaux, etc. Ça peut être ce que vous décidez. Dans l'article 14, on précise l'année sociale de la convention. Alors ça, c'est essentiellement pour des raisons comptables. Le but de ça, c'est de pouvoir grouper sur une seule année sociale l'essentiel des recettes et des dépenses liées par exemple à votre événement s'il est annuel. Et enfin, dans l'article 15, qui est le dernier article ici dans notre exemple, et c'est là où on va dire, voilà, nous avons adopté les statuts et nous les avons signés ici à telle date. Et voilà, c'est terminé pour cette session, et en vrai, si vous commencez à creuser un peu tout ça, vous allez voir que c'est un beau millefeuille infernal. En particulier, dès que vous commencez à regarder tout ce qui est de l'ordre de ce que vous avez le droit de faire ou pas. La partie légale, côté association, c'est assez complexe. Ça ferait un bon sujet, ça, non? Ok, mais peut-être pas tout de suite, je vous vois et vous avez déjà mal au crâne. Prenez cette vidéo comme un guide de base. N'hésitez pas à vous faire épauler par les maisons des associations en cas de doute sur vos démarches. Attention aussi, les lois changent et tout ce que je peux dire aujourd'hui peuvent éventuellement changer demain. C'est toujours bien de se documenter, c'est-à-dire lire des trucs sur internet. J'espère que cette vidéo a pu vous apporter quelque chose, et si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, activez la cloche et partagez à vos potes. Si vous avez des questions ou n'importe quoi à dire sur le sujet, n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires. Et en plus, ça fait plaisir à YouTube. Faites plaisir à YouTube. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao!